Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir ce matin au nom de la Fondation pour les générations futures. On est ensemble pour le 5e webinaire des ERA Awards 2022 et on va s'intéresser ce matin, vous le savez, aux travaux qui ont été primés en système alimentaire et en santé soutenable. Pour ces prix et tous les autres aussi, on a la chance de bénéficier du soutien de partenaires qui nous sont précieux. Il y a IBA qui soutient l'ensemble des ERA Awards et puis on a des partenaires spécifiques pour ces deux prix. 3 partenaires pour les systèmes alimentaires, c'est Cosucra, la banque Triodos et Belvas. Et pour la santé, on peut compter sur le soutien des laboratoires Expansience. Merci à eux. Alors, tous les travaux qu'on va découvrir ce matin se sont distingués par leur approche systémique du développement soutenable, une approche que la Fondation pour les générations futures soutient ardemment. Elle est persuadée qu'en adoptant donc systématiquement cette démarche de pensée et d'action à 360 degrés, on pourra transmettre un monde habitable à nos enfants. Alors, avant de se plonger dans les travaux inspirants qui vont nous être présentés ce matin, j'ai quelques petites recommandations d'usage à vous faire assez rapidement. Donc, on demande à tout le monde de bien vouloir garder les caméras et les micros éteints, sauf les quelques personnes qui doivent prendre la parole. Et à ce moment-là, on vous demande de nous rejoindre visuellement et par le son, mais uniquement au moment où vous devez parler. Vous voyez dans le bas de votre écran l'onglet Discuter. C'est là qu'on vous demandera de poser toutes vos questions à l'issue des présentations. Il y a un petit onglet Réaction qui vous permet de mettre un petit pouce, un petit smiley, ce que vous voulez. Et alors, on vous conseille aussi au niveau de l'affichage, vous voyez en haut à droite de votre écran, on vous conseille de mettre affichage intervenant, histoire de ne pas avoir en permanence des petites vignettes noires avec des noms qui s'affichent sur vos écrans. Alors, on sait qu'il y a parfois des petits soucis techniques pour nous rejoindre, parfois la caméra ne fonctionne pas bien, le son. On est là pour vous aider et donc n'hésitez pas à faire appel à notre assistante technique, vous la reconnaîtrez à son nom, FGF, assistante technique, et c'est Alice Bardio qui est là pour vous ce matin. Et alors, une petite fonctionnalité encore, vous avez l'onglet participants qui vous permet de voir qui est connecté avec nous ce matin. Alors, on est ensemble pour 1h30 environ. Il y a 5 travaux qui vont être présentés ce matin. Et donc, chaque primé ou lauréat va exposer son travail pendant 3 minutes. Ensuite, on donnera la parole à sa promotrice ou à son promoteur de mémoire et on écoutera par la suite l'avis du jury à ce sujet. Et c'est Ise Navé qui était présidente du jury pour la santé et Christian Jaunet pour les systèmes alimentaires. Je vous les présenterai dans un petit instant. Et donc, voilà, il y a un moment de questions-réponses très important de 10 minutes qui est prévu à l'issue des présentations. Et donc, n'hésitez pas, même déjà pendant la présentation, s'il y a des questions qui vous viennent, à les poser justement via ce petit onglet Discuter qui se trouve en bas de votre écran. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Si ce n'est pas le cas, faites appel à Alice, elle vous donnera tous les éclaircissements nécessaires. On va commencer par les systèmes alimentaires soutenables et nous avons 2 lauréates qui ont travaillé ensemble. C'est Estelle Comperleroy et Marie-Aline Cornu qui ouvrent donc le webinaire ce matin. Bonjour à vous deux. Alors, vous êtes donc lauréate pour votre mémoire intitulée « Ouvrir un débat sur la valorisation des systèmes d'intégration culture-élevage comme levier pour une gestion durable de l'azote en région wallonne ». Vous avez terminé votre master en bio-ingénieur à l'Agro Louvain, c'était en juin 2021. Estelle, tu fais actuellement un stage au Portugal dans le développement rural et Marie-Aline, tu es chercheuse junior au Centre wallon de recherche agronomique. Vous avez eu comme promoteur Philippe Barret, qui est professeur de génétique et d'analyse des systèmes et d'agroécologie à l'UC Louvain. Il coanime l'équipe de recherche CITRA sur la transition des systèmes alimentaires et les fermes universitaires de Louvain et il est également président de SOS Faim. On le retrouvera dans quelques minutes, juste après votre présentation. Est-ce que tout va bien pour vous? Vous êtes prête à démarrer? Oui? Oui. Oui. Alors, je m'efface et on se retrouve dans 3 minutes. Ceux parmi vous qui ont un potager se sont peut-être déjà lancés dans la grande aventure d'aller ramener du fumier à mettre sur les fraises. Eh bien, pour les agricultrices et agriculteurs, c'est un petit peu la même chose. On a des cultivatrices qui se demandent où trouver du fumier à mettre sur leur culture, et puis on a des éleveuses qui se demandent comment se débarrasser du fumier produit par les animaux.
Ce qui les intéresse surtout là-dedans, c'est un élément essentiel à la croissance des plantes, l'azote. Bien qu'essentiel, son utilisation déséquilibrée est responsable de la pollution des eaux et d'émissions de gaz à effet de serre. Il faut donc trouver un équilibre entre production et pollution. En Wallonie, on retrouve l'azote dans les fumiers, mais aussi dans les engrais synthétiques ou encore dans l'air en très grande quantité. Seulement dans l'air, il n'est pas accessible pour les plantes. Imaginez un petit peu un étudiant qui sortirait en casa ou à l'agro sans son gobelet réutilisable. Il va trouver des fûts remplis de bière, mais il ne saura pas les boire. Nous avons relevé le défi de calculer, pour la Wallonie, la quantité d'azote disponible, ses échanges, ainsi que leur possible évolution plus durable à l'avenir. Il ressort que la quantité d'azote produite par les animaux n'est pas suffisante pour fertiliser nos cultures. Nous dépendons donc de l'azote synthétique et que cet azote n'est pas produit là où il est le plus utilisé. Donc ça, c'est la situation actuelle. Mais à quoi va ressembler le futur de la Wallonie? Si l'agriculture biologique augmente, que se passera-t-il? Parce qu'en agriculture biologique, on ne peut pas utiliser d'azote synthétique, mais nous n'avons pas assez d'azote des animaux. Eh bien, il existe des plantes, les légumineuses, qu'on cultive déjà un petit peu et qui savent, grâce à des bactéries, aller capter cet azote dans l'air. Repensez à notre étudiant et imaginez-le cette fois très bien équipé avec son gobelet et capable d'offrir des bières à tous ses copains. Et puis aussi en bio, on utilise en général moins d'engrais azotés, ce qui va nous permettre d'être plus efficients et plus autonomes. Et si l'élevage diminue, nous n'aurons plus assez d'azote pour nos cultures? En effet, et c'est pour ça qu'il est essentiel de reconnecter culture et élevage, de recréer du lien entre les éleveuses et les cultivatrices et d'utiliser toutes les ressources disponibles pour rendre les échanges plus efficients. Nous avons donc deux pistes pour une gestion plus durable de l'azote. Les légumineuses et la reconnexion entre les cultures et l'élevage. Mais leur mise en place n'est pas seulement technique. Elle requiert de recréer du lien entre les agriculteurs ainsi qu'avec les consommateurs, de recréer des filières pour rendre le système économiquement viable, ainsi que de modifier nos habitudes alimentaires. Et finalement, tout cela ne sera possible qu'avec une coordination collective à l'échelle de la Wallonie. Merci à tout le monde. Merci à vous deux. Je pense que tous vos exemples étaient très, très clairs et très parlants. Si vous avez déjà des questions à poser à Estelle et Marie-Aline, n'hésitez pas à le faire via le chat. Mais je vois qu'il y a déjà un petit applaudissement là qui est apparu. Les petits émoticônes, n'hésitez pas à y faire appel aussi. Et avant de passer aux questions-réponses, je vais donner tout de suite la parole à Philippe Barret. Vous êtes donc le promoteur de ce mémoire. Bonjour. Bonjour. Alors, un petit mot quand même sur l'apport scientifique et sociétal de ce mémoire d'Estelle et Marie-Aline. En fait, effectivement, c'est un mémoire qui a eu un apport à la fois scientifique et sociétal, puisque la question auquel on a voulu répondre et qui a été très bien décrite par Estelle et Marie-Aline, c'est comment on pourrait mettre en action des principes de circularité, des principes où on essaye d'être autonome à l'échelle de notre région en reconnectant les cultivatrices, les éleveuses. Et donc, c'est effectivement cette idée de mise en action de la circularité qui est importante pour nous. Et on a fait le choix de le faire de façon quantitative. En fait, souvent, quand il y a des débats, ça devient assez vite idéologique. Et je pense que pour le développement durable, c'est important de pouvoir entamer la conversation sur des données, sur des chiffres, mais pas des chiffres normatifs qui disent ce qu'il faut faire, mais des chiffres qui permettent de tester des scénarios, de dire si on fait ça, on pourra arriver à atteindre la moitié de l'objectif. Si on fait autre chose, eh bien, on pourra peut-être arriver à atteindre la totalité de l'objectif. Et aussi de pouvoir se projeter dans le temps, de pouvoir se dire, mais pour atteindre ce type d'objectif, il faut le faire sur des temps longs. Et donc, ce que Marie-Aline et Estelle ont fait, c'est développer un outil qui permette d'ouvrir cette conversation et pas de donner un résultat qui serait statique et qu'il faudrait recalculer dans 5 ou 10 ans. Et la dernière chose, c'est que cet outil devient encore plus important aujourd'hui, depuis qu'elles ont défendu leur mémoire, puisque aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, avec la crise sur les marchés mondiaux, le prix de l'azote synthétique a doublé. Et donc, il va falloir accélérer le rythme pour devenir autonome sur cette question de l'azote en agriculture.
Merci beaucoup à vous, Philippe Barret. J'appelle à présent le président du jury en système alimentaire soutenable, c'est Christian Jaunet. Bonjour à vous. Bonjour à toutes et tous, vous m'entendez? On vous entend, pardon, très très bien. Alors, vous êtes licencié en sciences politiques de l'ULiège, militant sur les questions de transition au sein d'une association d'éducation permanente. Vous avez participé avec d'autres citoyens et organisations à la création d'initiatives telles que Liège en transition, la monnaie citoyenne Le Valeureux, la ceinture alimentaire, dont vous êtes aujourd'hui le coordinateur, ainsi que plusieurs coopératives dans le domaine des circuits courts. Alors, qu'est-ce que le jury a particulièrement apprécié dans ce mémoire, qui, on le rappelle, est lauréat dans sa catégorie? Alors, le jury a trouvé ce mémoire extrêmement abouti sur une problématique qui est majeure, mais relativement technique a priori. Il s'agit d'ouvrir donc un débat sur la valorisation des systèmes d'intégration culture-élevage comme des leviers pour une gestion durable de l'azote en région wallonne. Donc, on voit qu'a priori, c'est technique. Le défi, il est à la fois d'optimiser la production agricole via l'utilisation de l'azote, mais aussi de contribuer à la transition écologique. Et donc, toute une série de scénarios sont élaborés à cette fin. Or, si le sujet est technique, le travail parvient à démocratiser avec clarté et méthode un sujet qui s'avérait a priori assez peu abordable pour des personnes non expertes telles que moi. Or, la lecture et la compréhension du travail sont réellement facilitées par une très bonne structuration et par une rédaction très fluide, avec un plus qui nous a réellement conquis, une rédaction inclusive très agréable à la lecture. Et alors, nous avons trouvé le propos fort nuancé, lucide, notamment par rapport aux limites de l'analyse proposée. Conformément au principe des ERA Awards, le sujet est traité à 360 degrés et il inclut particulièrement bien les questions relatives à la gouvernance, notamment sur les enjeux de coopération entre les acteurs concernés au niveau des territoires. Et enfin, c'est un mémoire qui a des applications pratiques avec la création d'un outil de prise de décision qui est vraiment concret, qui semble adapté au territoire étudié, avec des vraies perspectives d'application, et cela tant au niveau de l'exploitation agricole qu'au niveau politique. Donc, bravo à vous, Estelle et Marie-Aline. Merci à vous pour cet avis du jury, Christian Jaunet. Merci beaucoup. On va passer aux questions-réponses. On a 10 minutes pour vos questions, donc n'hésitez pas à les poser d'emblée via l'onglet « Discuter ». Déjà une question pour vous de Fanny Bourrave qui dit « Vous avez parlé d'un besoin de repenser nos modes de consommation. Quels sont-ils? Comme vous l'avez dit, il faut manger moins de viande, mais doit-on réintroduire l'élevage dans les systèmes de culture? N'est-ce pas là un paradoxe ?» Alors, rebranchez vos micros, sinon, voilà. Je vois que... Oui. Voilà, super. Estelle, tu veux... Je vais apporter des premiers éléments de réponse et puis Marie-Aline va me compléter. C'est comme ça qu'on fait en général. Repenser nos modes de consommation, oui. Manger moins de viande, on ne l'a pas présenté comme ça, peut-être, mais c'est surtout, je pense, repenser à quelle viande. Et je pense quelque chose qu'on a étudié dans notre travail, c'est qu'il y a une différence qui va être assez grande entre, par exemple, de la viande de porc et de la viande de bœuf. Et par exemple, nos bovins en Wallonie, ils jouent un rôle super important parce qu'ils vont nous permettre de valoriser des prairies. Donc, et c'est ces prairies aussi qui vont jouer un rôle dans les rotations de culture, sur lesquelles on va éventuellement pouvoir mettre des légumineuses qui ont un rôle écologique important aussi. Là où, par exemple, des porcs ou des poulets vont être nourris avec des céréales qui, du coup, vont requérir de l'espace de culture qui pourrait être utilisé à autre chose. Donc, c'est deux viandes qui ont un impact tout à fait différent. Donc, ça, c'est peut-être une première piste dans ce qu'on doit repenser. Reconnecter culture et élevage, ça ne veut pas non plus dire plus d'élevage, ça veut dire peut-être repenser un petit peu la manière dont on est agencé sur le territoire. Marie-Aline, tu peux peut-être me compléter là-dessus? Exactement ça, c'est vraiment une question de redistribution sur le territoire. Est-ce qu'on manger de la viande qui vient d'un élevage intensif où en fait il y a tout l'azote qui va être lessivé dans le sol et mené justement à la pollution, ça fait pas sens. Par contre, manger de la viande d'un élevage qui a
par exemple, de bovins qui est sur des prairies, les prairies qui ont des bénéfices environnementaux importants, mais ça fait sens. Donc, voilà, il y a vraiment un équilibre à trouver, quoi. Alors, une autre question de Benoît de Rennes qui dit « Bravo Estelle et Marie-Aline, apporter des outils d'analyse et d'aide à la décision pour augmenter la résilience des territoires est capital, bien au-delà des postures idéologiques. Quelles sont les étapes et chemins d'un futur concret de l'utilisation de ces outils ?» Qui a envie de répondre à cette question? C'est compliqué quand on est deux, il faut encore se distribuer la parole. Je ne sais pas si tu as une idée, Estelle. Tu peux y aller si tu... Oui, j'ai quelques idées, mais... Ok, je te laisse alors entamer. Ouais, nous, ce qu'on a vraiment mis en avant, comme l'a dit Philippe Barret, c'est que grâce à un outil, on peut avoir certaines idées de l'impact que nos décisions vont avoir sur le futur. Par exemple, on peut voir qu'est-ce que ça va donner au niveau de l'azote si on augmente l'agriculture biologique ou si l'élevage évolue dans un sens ou un autre, ce que ça va donner. C'était les deux scénarios qu'on a utilisés. Et ce qu'on a mis en avant, c'est que c'est vraiment très, très important maintenant de rassembler les acteurs et actrices du territoire wallon pour mettre tout ça en œuvre. Et donc, que c'est des problématiques en fait, qui n'impliquent vraiment pas seulement des solutions techniques, mais qui vont impliquer des choix politiques et une grande coordination de tous les acteurs. Et donc, nous, on pense que c'est vraiment des projets qui doivent être créés à l'échelle de la région wallonne. Donc, la région devrait créer un projet concret de reconnexion de culture et d'élevage qui intégrerait un très grand nombre d'acteurs sur le territoire. Ouais, Marie-Aline, tu veux compléter ? Il faudrait en fait commencer à l'échelle la plus institutionnelle, de dire on va se coordonner tous ensemble et puis après on va pouvoir vraiment utiliser l'outil pour qu'il mène à une mise en place de ce qu'on étudie, mais avant ça il faut vraiment que les gens soient mobilisés tous ensemble, quoi. D'accord. Et vous avez entrepris des démarches dans ce sens pour être entendu justement au niveau institutionnel? Pas encore, mais je pense que Estelle et moi, en nous remettant justement dans le mémoire, on a eu envie de valoriser notre travail et d'entreprendre quelque chose plus à l'échelle de la région wallonne. Mais on doit encore creuser des pistes. D'accord. Alors, Christine Dupont nous dit « Les légumineuses, un engrais ou un aliment ?» Merci à vous deux pour ce travail, une source d'apprentissage, de réflexion et d'inspiration pour notre faculté et bien au-delà. Alors, légumineuses, un engrais ou un aliment? Les deux. Les deux, oui. Oui, les légumineuses sont introduites à la fois pour l'alimentation, que ce soit alimentation animale, notamment dans des cultures associées, donc des cultures où sur une parcelle, on va avoir par exemple une céréale et une légumineuse qui vont être cultivées sur la même surface. Donc là, ça peut aller à l'alimentation animale. On peut aussi avoir, il y a des machines de tri qui vont trier alors plutôt la légumineuse, le grain et le céréal. Donc, on pourrait avoir l'alimentation humaine, mais la filière n'est pas encore assez développée. Et puis, comme engrais, en laissant sur place ou en récoltant, mais voilà, il y a vraiment tout. C'est un tout, quoi. D'accord. Alors, votre promoteur nous demande exceptionnellement de reprendre la parole. Alors, Philippe Barret, rejoignez-nous, mais ne soyez pas trop long. Comme ça, on a encore un tout petit peu le temps de discuter avec Estelle et Marie-Aline. Simplement, d'un mot, dire que c'est la deuxième fois qu'on est lauréat du RA Award sur les mémoires avec une équipe de 2 étudiants. Max Morel et Jérôme Bréban avaient réalisé d'ailleurs un mémoire qui a inspiré Estelle et Marie-Aline, à la fois pour se mettre en équipe et à la fois sur le sujet. Donc, je voulais souligner vraiment l'intérêt d'avoir des mémoires faits en équipe. Je pense que c'est vraiment intéressant et que ça change vraiment la dynamique. Ça professionnalise aussi très fort la dynamique. Et j'ai eu la chance d'encadrer ce mémoire avec Océane Duloin, qui était assistante à notre faculté. Donc, on était 4 finalement autour de ce projet.
Voilà. Merci beaucoup. Pour vous deux, ça a apporté quoi de travailler ensemble et pourquoi ce choix de travailler en équipe? On se connaissait déjà à l'avance et on avait déjà une bonne méthodologie ensemble, mais on a des compétences qui se complètent très fort. On se valorise tout le temps et puis quand une est un peu moins motivée, l'autre avance et alors on est tout le temps en fait motivé parce que on ouvre le mémoire, on voit qu'il y a plein de nouvelles pages et plein de nouvelles informations, alors on a envie de se remettre dedans. Donc, c'est vraiment se tirer vers le haut en permanence. Bon, ben formidable. On a encore une remarque d'Alec qui dit, comme producteur bio, il est difficile de trouver du fumier bio. C'est une remarque par rapport à ça, Oui. peut-être? Oui, c'est un des points qu'on a soulevé dans le mémoire. Pour le scénario, si on augmente le bio, il faut trouver des alternatives au fumier parce qu'on n'en a pas assez. Donc, il y avait l'alternative d'avoir du fumier séché, déshydraté, mais là, alors, il doit être importé en général. Il y avait la biométhanisation, mais avec toujours les impacts environnementaux qu'il y a derrière, donc ce n'est pas une solution en tant que telle. Il y a certains qui ont parlé de poulailler pour amener justement un fumier assez riche ou des fientes sur place. Et puis en fait, ce qui joue beaucoup, c'est la réintroduction des légumineuses dans les couverts. D'accord. Je pense que c'est vrai avec ce commentaire que ça montre un peu un des enjeux qu'il y avait derrière ce mémoire, parce qu'il faut imaginer qu'un producteur bio qui n'a pas d'élevage sur son exploitation, il va devoir revenir des énormes quantités de fumier, mais ça se compte en tonnes ce qu'il faut transporter. Et quand on est dans une région qui est une région majoritaire de culture, ben, c'est un fumier qui doit vite venir de très loin, et donc évidemment c'est super complexe comme gestion et c'est vite coûteux, donc c'est pas forcément quelque chose qui est viable à l'avenir sur le long terme. Et donc d'où cette importance de reconnecter culture et élevage et de vraiment s'attaquer à ces questions maintenant. Merci beaucoup à vous deux. Et je pense qu'on va poster le lien de votre travail, si on veut en savoir plus et si on veut vous lire, voilà, vous avez le lien qui s'affiche dans le fil de la discussion. Merci Estelle, merci Marie-Aline, bravo à vous et merci à Philippe Barret, Christian Jaunet. On se retrouve encore dans quelques minutes. On va accueillir à présent Mathieu de Landmeter. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, tu as été nominé pour cet ERA Award en système alimentaire soutenable pour ton mémoire intitulé « Modélisation des systèmes agricoles, analyse prospective de l'évolution face au changement climatique des performances agronomiques, environnementales et alimentaires de systèmes de production agricole contrastés ». Voilà un bien long titre. Tu as terminé ton master en agroécologie à la faculté de Jean Blou, agrobiotech de l'ULiège en juin 2021 et tu y es actuellement doctorant, aspirant FNRS. Tu as eu 2 promoteurs, Benjamin Dumont, qui est chargé de cours à Jean Blou, agrobiotech de l'ULiège, qui travaille sur l'analyse et la modélisation des agroécosystèmes, et Jérôme Bindel, qui est professeur ordinaire à Jean Blou, agrobiotech de l'ULiège aussi, et qui travaille sur les systèmes d'élevage et l'agroécologie. Je sais que Benjamin Dumont nous rejoindra dans quelques minutes. Mathieu, est-ce que tu es prêt ? Alors, le son est coupé de ton côté tout à coup. Oui, voilà, parfait. Bah alors, la parole est à toi, on se retrouve tout de suite. Voilà, merci beaucoup pour l'introduction et bonjour donc à toutes et à tous. Donc pour mon mémoire, en fait, on est parti d'un... Si vous pouvez juste remettre le slide. Enfin, je ne sais pas si vous voyez le slide, mais normalement, il y avait un slide. Mais... Voilà, merci. Donc voilà, pour mon mémoire, on est parti donc d'un constat maintenant assez connu, c'est que le climat change, la biodiversité s'érode, et on sait que tout ça, ça a un impact sur l'agriculture, et qu'à l'inverse, nos systèmes alimentaires ont également une influence très forte sur tout ça. Et donc, on s'est demandé quels systèmes agricoles, avec quelle intégration de l'élevage, sont les plus à même, chez nous en SB, de fournir une alimentation suffisante et de qualité, de s'adapter au changement climatique et d'aider à le mitiger, de relocaliser la production alimentaire. Et de plus, quelle méthodologie est-ce qu'on pouvait utiliser pour évaluer un système agricole vraiment de la manière la plus globale possible.
Et donc, ce qu'on a utilisé comme méthode, c'est qu'on a utilisé un modèle de culture. Donc, ça simule en fait un système agricole avec des processus physiologiques bien réels. Donc, ça simule la croissance de la plante, la croissance de la racine, l'état du sol. Et on a simulé alors, testé 3 rotations contrastées. La rotation business as usual, qui représente vraiment l'agriculture majoritaire en SB, avec des cultures comme la pomme de terre, le maïs, la betterave. On a testé la rotation vegan, où on simule en fait une agriculture où il n'y aurait pas d'élevage, et donc également pas de fumier. Et alors, on a simulé la rotation intégrée culture-élevage, où on utilise en fait l'élevage comme un outil agroécologique, avec donc des prairies temporaires au sein de la rotation de culture, qui sont pâturées par des moutons. Et on a simulé ces 3 rotations sous des climats historiques, mais aussi futurs face au changement climatique. Et donc, on peut regarder certains résultats parmi d'autres. Par exemple, sur la figure de gauche, on peut voir les excès et les déficits dans les produits d'alimentation humaine et animale qui sont nécessaires pour fournir un régime sain pour l'humain et également qui respecte les limites planétaires. Et ce qu'on peut voir à gauche de la figure, c'est que la rotation business as usual, elle permet de nourrir plus de monde, mais elle se base sur beaucoup plus d'exports et d'imports. À l'inverse, à droite de la figure, la rotation intégrée culture-élevage, elle permet de nourrir un petit peu moins de monde, mais avec quasiment aucun import et export. Et donc, c'est la rotation en fait, qui est la plus à même de relocaliser notre production alimentaire. Et alors, si on regarde la figure de droite, on peut voir en fait l'évolution de la production du système intégré culture-élevage pour différentes périodes temporelles. Donc, par exemple, à gauche, c'est la période 1985-2009. Et tout à droite, c'est la période 2075-2100 pour 2 scénarios climatiques différents, donc des scénarios climatiques qui sont élaborés par le GIEC. Et ce qu'on peut voir, c'est que de manière globale, eh ben, la production va augmenter à l'avenir. Donc, évidemment, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un compromis à faire entre productivité, résilience au stress et autosuffisance. La productivité des 3 rotations augmenterait globalement avec le changement climatique. Et on aurait même certains stress qui diminueraient. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle de prime abord, mais il faut vraiment faire attention aux hypothèses et à ce qui est pris en compte par le modèle de culture. Voilà. Merci beaucoup. Merci Mathieu. On va te retrouver évidemment dans quelques minutes pour le question-réponse. Je vais accueillir à présent Benjamin Dumont, qui est donc l'un de tes promoteurs. Bonjour à vous. Alors, est-ce que vous Bonjour. Ah, voilà. Bonjour. Alors, comment est-ce que le travail de Mathieu fait avancer la réflexion ou les pratiques dans son domaine de recherche? Mathieu a déjà présenté pas mal d'éléments. Dans son mémoire et dans la thèse qu'il poursuit, il est parti sur un assemblage d'outils qui sont les plus avancés dans les différents domaines de recherche. Comme il l'a dit, il y a d'abord le modèle de culture. C'est vraiment un concentré d'agronomie. Ça va lui permettre de prendre en compte toutes les interactions qui se passent dans les agroécosystèmes, qui sont des systèmes gérés par l'homme, mais au sein desquels les interactions et les flux sont parfois très complexes et pas toujours immédiats. Et puis, comme il l'a dit aussi, il va chercher d'autres outils. Il va chercher les projections climatiques du GIEC qui ont été transposées au niveau belge, et il va chercher, via un processus de co-création, il est allé modéliser ces rotations. Et dans ce processus de co-création, on cherche l'expertise d'un ensemble d'acteurs pour pré-designer des rotations que Mathieu va tester pour nous fournir des indicateurs chiffrés. Et dans le domaine de recherche, il vient aussi avec une contribution vraiment avec cette approche multicritère, très holistique. Il est allé chercher tout d'abord les indicateurs primaires issus du modèle, les productions simulées, le stockage de carbone, mais il intègre ça aussi et il va beaucoup plus loin en proposant des indicateurs secondaires. Ça va être des indicateurs qui vont permettre d'évaluer la durabilité du système, sa résilience, sa capacité à absorber le choc climatique, grosso modo, la résistance globale des agroécosystèmes et le potentiel qu'ils vont offrir face au changement climatique. Et en allant combiner cet ensemble d'outils et cet ensemble de critères,
je pense qu'il fournit vraiment une avancée significative au domaine de recherche, et via un processus de co-création qui va être évolutif, eh bien, il va restituer ces indicateurs à la communauté qui encadre. Et dans cette communauté, on retrouve des partenaires de l'UCL, on retrouve des centres d'encadrement de la profession, des centres pilotes, des structures telles que Greenotech, etc. Et ces gens vont bénéficier des indicateurs pour aider à itérer et à changer ce qui pourrait encore l'être dans les systèmes de culture, les rotations proposées. Et pour rejoindre ce que disait le professeur Barret, à travers son mémoire et sa thèse, Mathieu cherche à fournir des objectifs chiffrés et une approche vraiment multicritère, vraiment chiffrée sur une diversité d'indicateurs, poser un constat sur les systèmes et voir quelles sont les meilleures pistes, les meilleures trajectoires à prendre pour l'avenir. Merci, merci à vous, Benjamin Dumont. J'accueille à nouveau le président du jury en système alimentaire soutenable, Christian Jeunet. Oui, tout à fait. Donc, Voilà. je vais... Pardon, qu'est-ce que le jury a apprécié dans le mémoire de Mathieu? Voilà, donc je vais à nouveau tenter de me faire porte-parole de l'avis du jury, que je salue au passage. J'ai vu que plusieurs d'entre eux étaient présents. Et donc, avec ce mémoire de Mathieu, on est à nouveau, comme pour le mémoire lauréat, sur un sujet assez technique. Et de fait, une grande partie des candidatures de cette année, c'est avant tout axé sur des problématiques liées à la production alimentaire. Et dans le cas des deux mémoires dont on parle aujourd'hui, c'est extrêmement bien fait, avec vraiment énormément de qualité. Alors, cela dit, une petite incise, le jury encourage les futurs candidats à se pencher également sur des aspects culturels et sociétaux liés au système alimentaire, les questions d'innovation alimentaire, de transformation des modes de consommation, de diététique, etc. Alors, pour revenir au mémoire de Mathieu, le jury vraiment tient à saluer ce travail qui s'est donné une tâche assez compliquée, réaliser une analyse théorique de différents systèmes de production agricole à travers un travail de modélisation qu'on a trouvé très structuré. On a apprécié l'approche prospective développée au sein du mémoire qui considère bien sûr les perspectives futures, mais aussi propose un bon outil d'aide à la prise de décision en vue d'une transition des systèmes de production alimentaire. Alors, le travail il aboutit sur un modèle qui peut certes être affiné, mais qui semble très fonctionnel et a priori aisément actionnable et adaptable à d'autres régions et systèmes agricoles. On a aussi apprécié la lucidité de l'auteur sur les limites de l'outil, qui sont bien sûr inhérentes au travail de modélisation. Et je terminerai par une suggestion. Nous pensons que ce travail, qui est très analytique et quantitatif, pourrait certainement être prolongé par une recherche qui permettrait une prise en compte plus spécifique du contexte socio-économique des systèmes agricoles étudiés ou encore des relations entre les acteurs. Voilà. Alors, de la part du jury, félicitations à Mathieu. Merci à vous, Christian Jeunet. Alors, Mathieu, peut-être, avant qu'on passe aux questions-réponses, et n'hésitez pas évidemment à poser vos questions à Mathieu dans la discussion. Mathieu, une petite réponse à ce qui vient de t'être suggéré par le président du jury. Oui, c'est sûr que le but, là, on a essayé d'être systémique, mais au niveau de la production alimentaire. Après, le but, c'est d'être vraiment systémique, avec des côtés sociaux et économiques. Mais voilà, par exemple, un des buts au début, c'était par exemple d'intégrer des indicateurs économiques. Mais très vite, on s'est rendu compte que ça prend en compte tellement plus d'hypothèses que ça risque un peu de noyer la comparaison. Et donc voilà, il faut à un moment se choisir un cadre, mais c'est sûr que plus on arrive à intégrer la réalité de notre territoire, et plus ce sera pertinent et intéressant. Mathieu, ce n'était pas une critique, hein, c'était une remarque générale sur la couleur de la plupart des travaux que nous avons eu à analyser, et on a trouvé que ton travail avait justement cette approche 360 degrés, c'est pour ça que nous avons voulu le mettre en avant. Oui, non, très bonne idée. Et ce serait une des ambitions de fin de thèse, s'il y a moyen. Ce serait par exemple de designer différentes rotations, mais qui permettraient de représenter vraiment une partie du territoire wallon avec leurs spécificités, parce que c'est sûr que par exemple en Ardennes, en Famenne
où en SB, justement, on peut pas faire on ne sait pas faire les mêmes rotations, et ça n'a pas d'avantage à faire les mêmes rotations. Et le but, ce serait de tenir compte justement de ces différentes spécificités au sein du territoire wallon, pour après pouvoir voir les échanges qu'il pourrait y avoir entre ces rotations type. Et donc, par exemple, en Ardennes, on aurait une rotation avec beaucoup de prairies, et alors c'est elle qui fournirait le fumier à la rotation en grande culture de l'ASB. Donc, c'est sûr que ça donne plein de perspectives. Alors Mathieu, une question pour toi ici de Fanny Bourrave qui nous dit « Merci Mathieu pour ce super travail. En conclusion, le modèle vegan n'est ni productif ni soutenable. Pouvez-vous détailler un petit peu cet aspect? Quelle était cette rotation? Est-ce qu'elle intégrait davantage les légumineuses, par exemple? » Oui, en fait, il y a eu un travail en amont fait par Benjamin Dumont, promoteur, et par d'autres de l'université, qui a été nécessaire pour en fait choisir quelle rotation est-ce qu'on allait comparer. Donc il y avait la rotation business as usual, ça c'était assez évident, c'était vraiment basé sur la surface agricole utile en SB, où il y a vraiment beaucoup de betteraves, de pommes de terre, de maïs, et donc ça représente cette tendance. Et en fait, pour la rotation vegan, on a utilisé en fait un algorithme fait pour optimiser l'utilisation de la rotation. Donc en fait, à cet algorithme, on lui donne qu'est-ce qui est produit par la rotation, et il optimise cela en fonction également d'un régime alimentaire. Et donc, ce qu'on a donné comme hypothèse, comme contrainte à cet algorithme, c'est qu'on a voulu optimiser une rotation si on veut un régime qui soit vegan, ou alors ovo-lactarien, donc quand même avec des œufs et des produits laitiers. Et alors, la rotation qu'on a utilisée là, c'est le produit de cet algorithme. Et donc, le but de cette rotation, c'est d'être optimal pour fournir un régime, un régime vegan. Et donc, dans cet algorithme, c'est un peu compliqué, mais dans cet algorithme, le but, c'est vraiment de fournir un régime sain avec différentes catégories par aliment. Il faut manger autant de calories, mais avec une certaine quantité d'oléagineux, etc. D'accord. Voilà, qui est plus précis. Si Fanny estime que ce n'est pas assez précis, ou en tout cas que ça ne répond pas toujours à sa question, elle peut toujours nous le dire. Philippe Barré nous dit à Mathieu, sur le terrain, les rotations sont souvent traditionnelles et donc assez uniformes. A-t-on une idée de la diversité des rotations aujourd'hui en Wallonie? Ça, j'avoue que moi, je ne connais pas trop. Là, on s'est basé sur la surface agricole utile, et d'ailleurs, en fait, ça donne une rotation de 8 ans, mais que personne ne fait en pratique. Le but, c'était de représenter cette surface, mais ce qui en aboutit, c'est une rotation de 8 ans que peu de fermiers font en pratique. En général, c'est quand même des rotations un peu plus courtes. Par contre, sur la diversité des rotations effectuées, j'avoue que ça, je ne connais pas très bien, non. Alors, tu parlais des suites à donner à ce travail à travers ta thèse de doctorat. Là, comment est-ce que tu travailles et sur quoi tu travailles exactement? En fait, l'idée, là, dans un premier temps, c'est vraiment de valider le modèle de culture. Donc, le modèle qu'on a utilisé, dans un premier temps, le but, c'est de dire on peut lui faire confiance sur telle ou telle culture, pour tel ou tel climat, et surtout pour tel ou tel indicateur. Parce que c'est un modèle qui est déjà vraiment très, très reconnu, qui existe depuis une vingtaine d'années, et sur lequel il y a des dizaines et dizaines, voire centaines d'études. Mais voilà, il est spécifique on l'utilise spécifiquement à un contexte particulier. Et là, en plus, on développe donc un peu des nouveaux indicateurs, également une nouvelle méthodologie. Et donc, dans un premier temps, c'est vraiment de pouvoir chiffrer et dire notre modèle est fiable, et il est fiable avec tel intervalle de confiance. Et alors après, le but, ce sera d'aller plus loin dans ce qu'on a présenté aujourd'hui, avec justement les perspectives qu'on a présentées et qu'a présenté Benjamin Dumont, avec des indicateurs de résilience, de durabilité, etc. Et avec les très bonnes perspectives données par le jury.
D'accord. Alors, Benoît de Rennes nous dit félicitations Mathieu, félicitations comme pour Estelle et Marie-Aline à vos promotrices et promoteurs. Nous aurons absolument besoin de ces approches multicritères et prospectives face aux défis de notre temps. Question concernant la différence quantitative des productions alimentaires humaines entre tes hypothèses. Est-ce soutenable à l'échelle de la Wallonie, de l'Europe et du monde? Question pour ça. Alors, question concernant la différence quantitative des productions alimentaires humaines entre tes hypothèses, entre tes différentes hypothèses, est-ce que c'est soutenable à l'échelle de la Wallonie, de l'Europe et du monde également? Ben là, l'étude elle est vraiment spécifique à l'ASB. Après, voilà, est-ce que c'est là et ce qu'on a conclu justement, c'est que par exemple le système business as usual, il repose sur énormément d'export et d'import, alors que la rotation plus agroécologique, la intégrée culture-élevage, elle est beaucoup plus autosuffisante. Donc celle-là est plus soutenable si on veut à l'échelle de la Wallonie, encore plus à l'échelle de l'Europe. Après, si on voilà, après il faut se poser la question justement de à quel niveau est-ce qu'on veut être soutenable. Enfin, donc, si je prends vraiment, c'est plutôt la deuxième partie de la question que je comprends un peu mieux. Mais donc, D'accord. si on veut regarder à quelle échelle, ben là, il y a une idée de circularité. À quel niveau est-ce qu'on veut être circulaire? Est-ce qu'on veut être circulaire au niveau de la Wallonie? Ça, je pense pas que ce soit forcément désirable parce qu'il y a un moment, il y a quand même une spécialisation qui est recherchée parce qu'on a des spécificités qui sont propres à chaque territoire. On ne va pas demander en Ardennes de faire des grandes cultures et on ne va pas demander en SB ici, donc par exemple près de Jean-Blou, de faire de l'élevage alors qu'on a des terres extrêmement riches. Ma question, donc là, ça va plus loin, mais sur quelle quantité de personnes nourries à l'hectare, par exemple, on avait pour la rotation business as usual, par exemple, on pouvait nourrir 30 personnes par hectare et par an de mémoire. Mais voilà, ça se basait sur vraiment énormément d'export et d'import. Il faudrait faire des règles de 3 pour voir est-ce que c'est soutenable. Je pense qu'il y a tellement d'hypothèses que le résultat serait vraiment à prendre avec des pincettes. Donc c'est plus l'idée ici, c'est plus plutôt de poser un diagnostic de est-ce que c'est soutenable ou pas. C'est de montrer des directions à chaque rotation, à chaque modèle qu'on veut promouvoir. Est-ce qu'on veut promouvoir une agriculture sans aucun élevage? Ben là, l'idée, c'est de montrer qu'est-ce que ça donnerait globalement. Et après, c'est aux différents acteurs de prendre leurs décisions. D'accord. Alors, on va terminer avec ça. Donc, ton promoteur Benjamin Dumont qui dit, complément de réponse, le modèle conceptuel utilisé en amont permet d'optimiser l'utilisation d'une rotation et d'évaluer son autosuffisance sous les contraintes d'un régime alimentaire. Le modèle de culture permet, lui, de tester et fournir les indicateurs pour une diversité de cultures et sous différentes conditions climatiques. Il a été validé à travers le monde. Si les résultats sont spécifiques à l'ASB dans ce mémoire, la démarche est totalement générique et transposable à d'autres régions, cultures, etc. Merci à lui pour cette précision. Merci à toi, Mathieu, pour cette présentation. On met le lien pour avoir accès à ton mémoire. Merci au président du jury également, Christian Jeunet. Merci beaucoup. On va changer de catégorie. On va passer à la santé soutenable et la lauréate 2022 de ces Terra Awards, c'est Rachel Rousseau. Bonjour Rachel. Bonjour tout le monde. Voilà, alors tu es lauréate pour ton mémoire intitulé « Comment une intervention de promotion de la santé en milieu carcéral participe-t-elle au développement d'une prison promotrice de santé ?» Tu as terminé ton master en sciences de la santé publique à la faculté de santé publique de l'UC Louvain, c'était en juin 2021. Tu y es actuellement assistante de recherche et tu as eu 2 copromotrices, Isabelle Ojoula, qui est professeure dans cette même faculté, à l'IRSS, Institut de recherche santé et société, et au réseau Service universitaire de promotion de la santé de l'UC Louvain. Et deuxième copromotrice, Ségolène Malangro, qui est doctorante à la faculté de santé publique à l'IRSS et au réseau de l'UC Louvain. On retrouvera Isabelle Ojoula, je pense, dans quelques instants. En attendant, Rachel, si tu es prête. Tout à fait. Ouais, voilà, on t'écoute, à tout de suite. Merci. J'introduirai mon mémoire par la question suivante. La prison pourrait-elle représenter une opportunité pour la santé?
Je vous explique l'histoire qui m'a amenée à cette question. En 2020, je découvre l'existence d'une ASBL bruxelloise nommée iCare, qui se définit comme étant un laboratoire d'innovation pour la santé en prison. Au travers de plusieurs projets, les travailleurs et travailleuses de chez iCare rencontrent les détenus bruxellois, soit par le biais d'entretiens individuels, soit grâce à la formation d'un groupe communautaire ou encore lors de sorties informelles au préau. Donc, le préau, c'est le lieu extérieur où les détenus peuvent se rendre. Et au fil de ces rencontres avec les détenus, l'ASBL iCare, elle tente alors, pour reprendre leurs termes, de contribuer activement à l'amélioration de la prise en charge de la santé globale des détenus, ainsi qu'au développement de la promotion de la santé en milieu carcéral. Donc, dans cette dynamique, la santé, elle est vraiment considérée comme quelque chose de très global, de très holistique, donc sous plusieurs aspects, tant physique, psychologique, social, environnemental. Elle peut même être presque considérée comme un bien-être, une qualité de vie. J'ai tout de suite été fascinée par le travail que l'ASBL réalisait en prison, car de ce que j'avais pu comprendre, ces travailleurs et travailleuses œuvrent au quotidien pour améliorer la santé et le bien-être en prison, alors que la prison est pourtant un environnement au sein duquel la santé n'est pas la priorité. Ce sont plutôt la punition, le contrôle et la sécurité qui vont gouverner en fait le milieu carcéral. J'ai alors développé beaucoup d'intérêt pour la thématique de la santé en prison et je me suis posé 2 questions. La première étant, dès lors que la prison représente un milieu de vie à part entière, qui a un impact considérable sur la santé, la qualité de vie et le bien-être des personnes qui y vivent, mais également qui y travaillent, comment est-ce que l'on pourrait alors transformer, envisager ou en tout cas permettre du changement qui soit favorable à la santé dans cet environnement? Je me suis également demandé de manière plus précise comment est-ce que l'ASBL iCare, à son échelle, contribue à la transformation de la prison en une prison qui fait plus de santé et qui est même promotrice de santé. Donc, suite à ces questions, le travail mené par l'ASBL iCare est très vite devenu mon cas d'étude pour mon mémoire. Et en utilisant le modèle logique de la théorie du changement, j'ai tenté d'identifier les changements qui faisaient santé et que l'on pouvait observer dans une des prisons bruxelloises dans laquelle l'ASBL était présente depuis plusieurs années. Pour mener cette analyse, j'ai étudié plusieurs sources de données de type qualitatif. Ce que l'on peut retenir de toute cette étude, c'est que les acteurs qui ont un pouvoir d'influence ou un pouvoir de changement en faveur de la santé en prison sont plus nombreux que ce que l'on pense et qu'ils ne se résument pas simplement au service médical, mais que malheureusement, les représentations qu'ont les professionnels au sein de la prison, voire même l'organisation pénitentiaire en regard de la santé, sont encore assez réductionnistes, en ce sens qu'elles se réduiraient à une vision qui est biomédicale et physique uniquement. On observe également que malgré eux, les travailleurs d'iCare ont endossé une fonction d'interface, santé, qui, grâce aux relations de confiance qui ont été créées et à leur statut d'externe, puisque la ASBL n'est pas un acteur qui est financé par la justice au même titre que les autres professionnels qui travaillent à l'intérieur de la prison, cela va permettre de faire du lien entre les détenus et les professionnels. Et alors, cette ASBL va également être considérée comme une ressource par les professionnels et les détenus qui vont alors se tourner vers iCare pour toute demande ou question qui aurait trait de loin ou de près à la santé. Donc, les travailleurs d'iCare deviennent alors, malgré eux, une sorte de référent santé ou référent promotion de la santé en prison. Je terminerai par dire que ces résultats questionnent et donnent envie d'aller plus loin pour investiguer la manière dont la santé est envisagée et pratiquée dans les prisons, ainsi que sur les conditions qui seraient nécessaires pour aller vers un mieux-être, une meilleure santé, une meilleure qualité de vie des détenus et des professionnels, et pour développer le milieu carcéral comme un milieu qui est promoteur de santé. Merci. Merci à toi, merci beaucoup Rachel. On se retrouve dans quelques minutes évidemment pour les questions-réponses, donc n'hésitez pas à poser vos questions dès à présent dans le fil de la discussion. Et on accueille Isabelle Ojoula, donc l'une de tes copromotrices. Bonjour. Voilà, bonjour. Et comme vous l'avez dit en introduction, nous étions effectivement 2 promotrices. Je m'exprimerai en notre nom à toutes les 2, mais si vous le permettez, j'aimerais bien l'inviter à allumer aussi sa caméra pour qu'on puisse la rencontrer aussi. Il s'agit de Ségolène Malangro, qui est doctorante en santé publique et qui s'est aussi beaucoup investie et beaucoup engagée aux côtés de Rachel Rousseau pour la réalisation de ce beau et important mémoire. Oui. Voilà, donc effectivement, comme l'a dit Rachel, la prison constitue pour
les personnes qui y sont détenues, mais aussi pour celles qui y travaillent ou les personnes qui la visitent, un milieu de vie où finalement la promotion de la santé et la question de la santé soutenable sont peu pensées et difficilement mises en action. Et donc, ce travail résolument engagé et transdisciplinaire de Rachel était vraiment important, transdisciplinaire dans le sens où il y a plusieurs disciplines qui étaient impliquées dans la réflexion autour de ce qui se passait en prison, mais elle a su aussi collaborer avec le milieu associatif. Elle l'a peut-être moins dit dans sa présentation, mais avec le milieu politique également, puisque ce travail, aujourd'hui, elle a la chance de le poursuivre avec un soutien de la COCOF. Et voilà, et le prix que vous décernez aujourd'hui sera certainement aussi un levier pour poursuivre cette réflexion. Alors, ce que je trouve particulièrement remarquable dans le travail qu'elle a mené, dans les résultats qu'elle présente, c'est cette vision systémique associée à une méthode très rigoureuse qui ont permis de documenter un changement en train de se produire, ce qui est assez rare et difficile à réaliser, puisqu'on s'intéresse souvent plus aux effets, ou se pose la question parfois après coup de ce qui a pu produire ces effets, mais documenter le changement en train de se faire ou le changement émergent me semble aussi être un enjeu important de cette préoccupation qu'on peut avoir pour la santé soutenable et la réduction des inégalités sociales de santé au travers de ce travail en milieu pénitentiaire. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous, Isabelle Ojoula. Alors, notre présidente du jury en santé soutenable, c'est Ise Navez. Alors, elle est docteure en médecine spécialisée en épidémiologie. Et il y a 2 ans, elle a rejoint l'équipe de gestion des urgences en santé publique du SPF, Santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement. Alors, Ise Navez n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais je vais me permettre de lire l'avis du jury sur le travail de Rachel. Le jury a choisi de récompenser ce travail qui aborde de manière percutante un enjeu sociétal majeur, celui de l'inégalité de traitement des personnes par le prisme du milieu carcéral. Le jury salue l'audace de la démarche suivie dans le cadre de ce mémoire qui propose un dispositif novateur en termes d'intégration et de participation des détenus et détenues avec l'implication du personnel dans l'élaboration de solutions. Le jury apprécie la perception très humaine de l'environnement porté par ce travail, mettant en lumière les liens entre transition écologique, environnement, lieu de vie, réinsertion et vivre ensemble. Si cette étude porte sur le contexte très particulier de l'univers carcéral et est donc difficilement transférable telle qu'elle à d'autres situations, le jury estime que ce travail pourrait apporter des éléments de réflexion vis-à-vis d'autres publics marginalisés, privés de la possibilité de contribuer à une transition vers une société plus durable. Voilà pour l'avis du jury, Rachel. Alors, les questions vont certainement arriver dans le fil de la discussion. J'ai une petite question, c'est ces gens qui travaillent pour l'ASBL iCare, est-ce que ce sont des médecins, des assistants sociaux, quel type de personnes participent justement à ces échanges avec les détenus? C'est un peu ce que tu viens justement de mentionner. Donc, il y a des assistants sociaux, il y a des infirmiers, il y a plutôt des chargés de projet qui travaillent plutôt en seconde ligne aussi pour l'ASBL. Donc, ils sont un peu pluridisciplinaires, je dirais. Il y a différentes disciplines. D'accord. Et donc, en quoi ça consiste leur intervention dans la prison? C'est des échanges qu'ils ont avec les détenus et est-ce que ça a trait à la santé directement ou pas forcément? Alors, ils ont beaucoup de projets différents. Moi, je me suis surtout intéressée à leur projet Care Connection qui, comme je le disais, se traduit en 3 interventions. Donc, il y a une première intervention où ils vont aller rencontrer les détenus dans leurs cellules. C'est plutôt sous forme d'entretien un peu individuel, avec une parole très libre. Et le but, c'est d'essayer d'identifier des besoins sous-jacents au niveau de la santé, mais de nouveau de la santé de manière très globale. Il y a également la formation d'un groupe communautaire où ils invitent les détenus à participer à ce groupe pour définir ensemble des problématiques de santé sur lesquelles elles voudraient travailler ou ils voudraient travailler. Et puis, il y a les rencontres au préau qui sont des rencontres beaucoup plus informelles et qui visent un peu à inviter aussi les détenus à participer à ces groupes communautaires.
Et donc, en filigrane de toutes ces interventions, il y a vraiment l'idée de renforcer le pouvoir d'agir, rendre l'autonomie justement à ces personnes détenues qui vivent dans un milieu qui a tendance à être assez déshumanisant justement et à reprendre cette autonomie. Alors, question de Marjane Van de Mal qui nous dit « Merci Rachel pour ce travail passionnant. Quels sont les principaux impacts, enjeux de santé que tu as pu identifier au sein de la prison ?» Je pense que ce qui a été… je parle au nom d'ICARE et des données que moi j'ai pu analyser. Donc, il y a vraiment, je pense, un problème d'accès déjà à l'information de santé, mais à l'information de manière générale, où toutes les procédures sont très compliquées en prison pour pouvoir avoir accès à quoi que ce soit. Donc, il y a déjà ce côté-là. Je pense également, je réfléchis, je pense que oui, il y a la difficulté à pouvoir exprimer du coup des besoins. On est aussi dans un environnement qui est assez, comme il est sécuritaire, il est assez méfiant. Et donc, je pense que iCare fait ce travail de venir créer des liens de confiance qui permettent alors de définir, d'exprimer des besoins qui sont là, mais qui en fait ne sont pas exprimés. Et donc, souvent, c'est des besoins de santé, de nouveau, de manière très générale. Ça peut être par exemple, en fait, j'aurais besoin de rideaux dans ma cellule. Depuis des mois, j'essaie de faire la demande, mais j'arrive pas. Je parle pas la langue française, donc je sais pas comment je dois déposer ma demande. Donc, voilà, je pense qu'il y a vraiment une expression des besoins, un accès à l'information qui sont déjà des choses très importantes au niveau déjà de la santé. Oui, puis la santé au sens très très large, hein, comme on t'entend. Alors Benoît de Rennes nous dit « Félicitations Rachel pour cette approche systémique et multi-acteurs. Question similaire à celle de Marianne, quels impacts attendus ou espérés sur des éléments majeurs de santé tels que les addictions aux drogues ?» C'est une bonne question. Je ne pense pas que ce soit à moi de mentionner quels sont les impacts attendus ou espérés au niveau des éléments majeurs de la santé, mais je pense que le fait d'envisager le milieu, la prison comme un milieu à part entière va permettre d'agir sur toute une série de déterminants, va permettre de la coordination et de la communication aussi entre ces professionnels et donc une meilleure circulation de l'information et une meilleure prise de connaissance des besoins des détenus et donc de pouvoir par la suite alors travailler justement sur ces éléments majeurs de santé. Alors Hélène dit « Félicitations pour votre travail » et l'une de tes copromotrices, Ségolène Malangro, nous dit « Ce n'est pas une question mais une remarque, Rachel pourra détailler si elle le souhaite. Si les résultats du mémoire ne sont pas transférables dans d'autres milieux de vie que la prison, son travail a permis à iCare d'envisager la transférabilité de son intervention dans une prison pour hommes notamment, mais aussi dans des prisons qui témoignent de particularités spécifiques. Ces résultats peuvent également aider à envisager la promotion de la santé dans des milieux comme les IPPJ. Exactement. Il faut savoir que cette étude de mémoire, elle a aussi été réalisée avant la période de Covid. Donc, le travail qui est actuellement réalisé sur le terrain par la SBL n'est plus du tout le même que ce qui a été analysé avant la période de Covid. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, il y avait vraiment cet espoir aussi de la SBL de pouvoir transférer les résultats de ce mémoire, essayer de comprendre qu'est-ce qui est transférable, qu'est-ce qui n'est pas transférable dans notre action à d'autres prisons. Ils ont également obtenu des financements pour aller dans des prisons wallonnes et donc ils ont aussi développé leurs projets dans les prisons wallonnes et effectivement à long terme ils espéreraient pouvoir travailler dans d'autres centres comme les IPPJ. Et qu'est-ce qui a changé fondamentalement à leur niveau avec le Covid? C'est qu'ils ne pouvaient plus entrer en contact, on l'imagine. Ils ont eu énormément de difficultés pour rentrer à nouveau dans les prisons. Oui. Donc il y a beaucoup d'activités qui ont dû être arrêtées pendant pas mal de temps et à nouveau, comme c'est un milieu assez méfiant, précaire, les relations de confiance prennent du temps à être installées. Donc, il y a aussi beaucoup de relations qui ont été perdues, brisées, qu'il a fallu reconstruire. Donc, il a fallu repartir à zéro pour rétablir des liens. Effectivement. Alors, on va voir s'il y a encore une question qui nous parvient. Mais avant cela, je voudrais qu'on revienne avec toi sur cette aventure des ERA Awards, Rachel. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça t'apporte d'y participer? Je dirais que ça me permet de revoir mon travail sous un autre angle. En fait, déjà, ça fait beaucoup de bien d'avoir ce travail mis en valeur et voilà, valorisé. Je ne m'y attendais pas. Et en même temps, je me dis, ben oui, en fait, c'est vrai, il y a vraiment cette approche holistique à 360 degrés qui vaut la peine. C'est une approche qui est durable, qui vaut la peine d'aller creuser plus loin et de se poser encore plus de questions sur cette thématique. Donc voilà, je dirais que ça m'a permis de voir un peu mon travail encore sous un autre angle.
Merci. Merci beaucoup à toi, Rachel. Bravo. Merci aussi évidemment à tes copromotrices et à Isenave qu'on entend via l'avis qu'elle nous a envoyé ce matin. Merci beaucoup, Merci. Rachel. Bravo encore à toi. On va passer à un autre travail toujours en santé soutenable. C'est celui de Pauline Postiga. Bonjour, Pauline. Bonjour. Alors, tu as été nominée pour ton mémoire intitulé Le soin par le paysage, architecture et paysage au service du bien-être. Tu as terminé ton master en architecture à Lockheed Tournai de l'UC Louvain, c'était en juin 2021 et tu es actuellement stagiaire à l'Ordre des architectes. Tu as eu comme promoteur Christoffel Bogart, qui est chargé de cours à l'UC Louvain, architecte praticien. Il enseigne le projet d'architecture depuis 2006 et il est l'auteur de Mémoire et Moments, qui est paru en édition bilingue. On le retrouvera dans quelques minutes. Est-ce que tu es prête, Pauline? Oui. Alors, c'est à toi. Bonjour à tous. Le stress, c'est quelque chose qui m'a touchée dans mes études et je me suis rendu compte que cela affectait pas mal de monde autour de moi, notamment avec les événements de ces dernières années. Et donc, le bien-être, c'est une notion primordiale à mon sens en tant qu'architecte. Et c'est donc naturellement que j'ai orienté mon mémoire sur le soin que j'ai mis en relation avec le paysage. D'où ma question, comment le paysage environnant un lieu de soins peut-il influer sur le bien-être des usagers? À travers le projet d'architecture, j'ai essayé de comprendre comment l'architecture pouvait dialoguer avec le paysage pour offrir des espaces de bien-être. J'ai travaillé sur une clinique de soins pour le stress et pour l'implantation, j'ai étudié les déserts médicaux dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc, ce sont les zones où il y a un manque d'infrastructures médicales, où il y a un manque de médecins, de manière à ce que mon projet réponde à un réel besoin. Donc, le projet se situe à Dèvres, donc c'est une commune qui se situe entre Boulogne-sur-Mer et Saint-Omer. Et donc, le projet vient s'intégrer dans le paysage, tout en le préservant, en essayant de mettre en valeur la végétation, notamment les arbres, qui apportent un réel avantage pour la baisse du stress. Il y a aussi les matériaux employés, en essayant d'employer des matériaux naturels tels que le bois. Le projet, il essaye d'intégrer tous les types d'usagers présents sur le site. Donc, on a autant les patients, le personnel, mais aussi les visiteurs qui viennent. Et donc, on a un programme qui essaye de s'adapter au mieux à tous ces différents usagers et qui essaye de favoriser les liens sociaux entre eux, tout en essayant de préserver à chacun leur intimité. Donc, ces différents usagers ont la possibilité justement de participer à travers le programme à la vie de la clinique, tel que par exemple au niveau des extérieurs avec des jardins thérapeutiques et des potagers. Et donc, l'idée, ce serait aussi d'inclure la ville dans le projet, d'inclure à cette vie quotidienne et que ce soit aussi réciproque et que le projet apporte aussi à cette ville. Donc, au niveau de l'architecture, j'ai essayé de mettre en place quelques clés, quelques moyens qui m'ont aidé à justement dialoguer avec ce paysage, tels que la lumière, les cadrages, les ouvertures, l'orientation des espaces aussi, et aussi tout le parcours qui est fait à l'intérieur, depuis l'extérieur jusqu'à l'intérieur, qui m'a permis d'aboutir du coup à ce travail et à ce mémoire. Voilà. Merci à toi, Pauline, pour cette présentation. N'hésitez pas déjà à poser vos questions à Pauline dans le fil de la discussion. On va retrouver donc tout de suite ton promoteur de mémoire, Christoffel Bogart. Bonjour. Bonjour. Alors, quel a été l'apport scientifique et sociétal de ce mémoire de Pauline? C'est déjà très difficile, je pense, pour Pauline d'expliquer en 3 minutes le projet. La spécificité vraiment, ce que je trouve très intéressant ici, c'est qu'un projet d'architecture et de paysage est sélectionné ou est nommé. La spécificité de la faculté d'architecture de l'UCL, c'est que le travail de fin d'études consiste
enfin, s'appelle En et sur l'architecture. Donc, il y a une partie, il y a la pratique et le projet concret. Comme elle a dit, c'est un site bien précis, un programme, etc. Et en même temps, c'est une recherche aussi d'études de cas, de lecture, etc. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'elle a enfin, ce que je trouve assez remarquable, c'est que toute la théorie et tout ce qu'elle a appris, pas seulement pendant des années, elle a intégré dans le projet, dans un projet concret, avec des besoins, un programme concret, etc. Et voilà, ça c'est c'est ça qui est un peu spécifique pour l'architecture, c'est que il y a la partie concret en plus d'un écrit, évidemment, d'un écrit et autour de cette question bien spécifique. Merci à vous, Christoffel Bogart. Alors, vous le savez, la présidente de notre jury en santé soutenable est absente, donc je vais me permettre de lire l'avis du jury. Le jury salue l'approche transversale menée dans le cadre de ce mémoire qui mêle les domaines de l'architecture et de la santé. Très porteur de sens, le mémoire met en lumière des enjeux très concrets touchant au développement des lieux de soins actuels et futurs en proposant une vision de la durabilité centrée autour de la personne, patient et personnel de soins. Le jury apprécie la manière dont le travail met en avant la nécessité de réintégrer la nature au sein des pratiques pour un système de santé plus humaniste, rompant avec l'exigence de rentabilité et de fonctionnalité. Afin d'être plus innovant, le travail aurait pu mieux prendre en compte le contexte dans lequel s'inscrit le projet architectural, en considérant notamment ses impacts et coûts environnementaux et économiques, ainsi que ses implications pour la population avoisinante et les questions qui se posent en termes de gouvernance et de vivre ensemble. Voilà pour l'avis du jury, ma chère Pauline, et je vous invite donc à poser vos questions. Alors, tu l'as dit, tu as imaginé ce projet dans le Pas-de-Calais, entre Boulogne et Saint-Omer. Pourquoi cette localisation-là? Est-ce qu'il y avait un concours qui avait été lancé et qui t'a fait réfléchir à cette situation ou pas du tout? Non, pas du tout. Au début, je ne savais pas forcément non plus où m'implanter. J'avais pas forcément de... Du coup, j'ai dû moi-même établir des critères. Et donc, comme je dis, je voulais aussi répondre à un réel besoin. Donc, dans mon programme, j'ai essayé de mixer aussi un programme qui touche aux soins pour le stress, mais aussi de répondre aux besoins du manque de médecins et donc avoir aussi une partie un peu généraliste dans le programme. Et donc, à partir de là, j'ai essayé d'établir une carte en essayant de répertorier tous les centres de soins dans le Nord-Pas-de-Calais et pour essayer de définir des zones où il y avait un vide justement et où il y avait un besoin à cet endroit-là. Et donc, c'est comme ça que je me suis mis dans cette commune. Donc, c'est par pure analyse en fait du Nord-Pas-de-Calais, quoi. D'accord. Et est-ce que tu as pu confronter ton projet justement à des soignants, à des patients? J'ai essayé au tout début, mais c'est vrai que c'était un peu compliqué au tout début parce que déjà avec la crise sanitaire, etc., c'était assez compliqué. Et donc après, au final, j'ai pas forcément eu l'occasion d'en discuter avec vraiment avec des soignants, ce qui est un peu dommage. Mais... Et est-ce que tu aurais envie pour la suite, parce que voilà, on n'est pas forcément obligé de s'arrêter là, Ouais. justement de proposer ce type de projet? Qu'est-ce que tu as envie d'en faire? Parce que sur papier, c'est très séduisant, évidemment. Ouais, bah, ça pourrait être forcément intéressant. En tout cas, c'est pas forcément le projet en lui-même, c'est plus l'idée qui en dégage et essayer vraiment de réapporter déjà cette nature dans l'idée du soin. Donc ça, oui, forcément, c'est quelque chose auquel j'ai envie. Ouais, voilà, d'essayer de promouvoir ce projet pour la suite. Alors, on a une question de Didier Cornel qui nous dit: y a-t-il eu des études d'espérance de vie en bonne santé comparées à ce sujet? C'est fort compliqué d'étudier ceci, ceci étant car l'environnement, agréable ou pas, dépend de nombreuses variables qui se joignent, niveau économique et social, pollution, mais il n'empêche, c'est important dans le cadre evidence-based. Oui, il y a sûrement eu des études qui ont été faites, mais comme
Didier, je crois, le dit, cette notion de bien-être et de santé dans la nature, c'est quelque chose qui est aussi très, très personnel. Enfin, moi, c'est ce que j'en ai conclu, en tout cas, dans mon mémoire. Donc, par exemple, ce qui va, moi, m'apaiser, moi, à l'extérieur, va pas forcément l'être pour une autre personne. Et ça, c'est beaucoup en fonction de nos propres critères, de là où on a grandi, les sensations, ce qu'on ressent. Et ça, c'est vraiment propre à chacun. Donc, il y a forcément après des paysages qui nous font du bien à tous, forcément. Quand on va se promener en forêt ou en mer, juste voir la mer, je pense que ça fait du bien à tout le monde. Mais c'est vrai que ça, c'est propre à chacun quand même. Et donc, je pense que c'est pour ça que les études sur ce sujet, il y en a forcément eu, mais les études sur ce sujet, c'est quand même assez complexe à faire, quoi. Oui, oui, c'est sûr, mais je pense qu'il y en a quand même qui prouvent que le Ouais. fait de se baigner dans la nature, ça fait justement diminuer le niveau de stress, hein. Alors, merci beaucoup, Pauline, nous dit Colline. Penses-tu que ton mémoire pourrait donner des pistes? Alors, est-ce qu'il y a un... Je ne sais pas ce qui s'est allumé chez toi ou ailleurs. C'est pas Non, ici. c'est pas chez moi, non, non. Alors, merci beaucoup, Pauline. Penses-tu que ton mémoire pourrait donner des pistes pour transformer des lieux de soins qui sont déjà existants? Bah, j'espère, surtout j'espère. Bah, moi, ce mémoire, au tout début, quand je l'ai imaginé, enfin, quand j'y ai pensé, j'ai repensé à quand j'ai été hospitalisée 1 semaine à l'hôpital. Et moi, ma chambre, en fait, elle donnait juste sur un parking et un métro, quoi. Et donc, moi, c'est juste cette image-là que j'aimerais changer, en fait. D'avoir des espaces. Et ça se transforme après, pas forcément que dans les lieux de soins, mais au final, c'est vraiment partout où ça pourrait se faire. Mais déjà, le mettre dans les lieux de soins, ça pourrait être quand même assez intéressant et favoriser vraiment le bien-être dans ce genre d'infrastructure, quoi. Oui, c'est ça. Mais donc, on pourrait peut-être aussi imaginer de végétaliser des lieux Ouais. existants parce qu'on ne va pas détruire Bah, tous les végétaux pour... oui, non, 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 bien sûr, non, non, mais je pense que ça a déjà été fait dans quelques hôpitaux, justement, où ils ont fait des réhabilitations et où le végétal est beaucoup plus important, en fait, Mhm. Alors, qu'avant, quoi. Cindy Tubeuf nous dit: merci Pauline pour ce mémoire utile. Je sais que certains pays sont plus en avance que les pays européens là-dessus. Au Japon, par exemple, ils utilisent des posters de forêt dans les chambres de soins. Ouais. Est-ce que tu as connaissance de ces initiatives? Ouais, j'ai lu pendant mon mémoire quelque chose, mais alors quelques exemples de ce type où l'extérieur n'était pas forcément. Et donc, il y a plusieurs études justement qui ont été faites là-dessus et où dans la chambre, en fait, c'est carrément un grand poster de paysage. Et donc, forcément, je dirais, l'impact n'est pas encore le même, mais c'est toujours mieux que d'avoir une vue sur un parking. Après, je pense qu'il y a aussi cette histoire de lumière naturelle qui est aussi importante que, que la vue et que le paysage. Je pense que ça va ensemble, quoi. Ouais. Donc, je sais pas si c'est quelque chose enfin, je préfère forcément un paysage naturel avec une belle lumière naturelle qu'un poster, quoi. Mais après, C'est peut-être mieux que rien. bah, c'est mieux que rien si on n'a pas le choix, quoi. Alors, encore une question de Didier Cornel. Merci pour la réponse. Je sais qu'il y a pas mal d'études concernant l'environnement et l'espérance de vie, en bonne santé ou pas. Je crois me souvenir qu'il y a une étude rien que pour ce qui concerne ce que l'on voit de la fenêtre, mais il ne se souvient pas des résultats. Mais si ça vous revient, cher Didier, voilà, n'hésitez pas. Benoît de Rennes nous dit: merci Pauline pour ce travail d'architecture enchâssé dans un prix sur la santé. C'est capital aussi pour l'approche systémique développée par la Fondation que nos jurys fassent place à cette démarche mixte. As-tu pu mesurer, ou d'autres, le poids relatif de l'approche nature sur la qualité de vie versus la qualité des relations humaines avec le personnel soignant et accompagnant? Et donc, est-ce qu'on a des meilleures relations? J'imagine que c'est ça la question de Benoît Ah, aussi. Est-ce que les relations avec le personnel soignant ou accompagnant est meilleure dans un cadre plus nature? ben, dans des lieux où le personnel soignant et le bien-être justement du personnel soignant est aussi pris en compte, je pense que les relations humaines entre les 2 usagers
ne peut être que meilleur, forcément. Donc, moi, je vois comme le personnel soignant ne vient pas juste travailler et repart, quoi. Il faut qu'il se sente bien, forcément, dans son travail. Et donc, moi, je pense que oui, la qualité de relation ne peut que s'améliorer grâce au paysage, quoi. Ouais. Merci Pauline pour cette approche. Merci beaucoup. Merci aussi à ton promoteur de mémoire qui était avec nous. Et voilà, je pense que Didier Kernel a mis un petit lien qui te sera peut-être utile, Pauline. Ouais. Et on vous met Merci. aussi le lien de ton mémoire. N'hésitez pas à aller le lire. On va accueillir à présent Alexia Bigorn, toujours nominée aussi dans ce prix en santé soutenable. Bonjour Alexia. Bonjour. Alors, tu as été nominée pour ton mémoire que je traduis comme ceci: Inégalité des chances en matière de santé, la dimension de genre dans les pays européens. Tu as terminé ton master en sciences de la santé publique à la faculté de santé publique de l'UC Louvain en juin 2021 et tu es actuellement doctorante à l'IRSS, Institut de recherche santé et société de l'UC Louvain. Et ta promotrice est Sandy Tubeuf, qui est professeure en économie de la santé à l'UC Louvain. Elle est chercheuse associée à l'IRSS et à l'RES, Institut de recherche économique et sociale de l'UC Louvain. Voilà pour les présentations. Alexia, est-ce que tu es prête? Oui. Alors, on t'écoute. À tout de suite. Merci. Voilà. Vous voyez bien l'écran, hein? Ça fonctionne bien? Très bien. Super. Oui, donc la dimension du genre dans les inégalités des chances en santé, donc à travers les pays européens. Donc juste quelques éléments de contexte. Donc on s'est intéressé à la philosophie de la responsabilité qui considère que les inégalités liées à des choix ou des préférences individuelles, elles sont considérées comme justes, alors que les inégalités qui sont liées aux conditions sociales durant l'enfance, elles sont considérées comme injustes. Et donc ces dernières sont les inégalités des chances. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé au genre? Il y a déjà de nombreuses études qui prouvent l'inégalité de santé entre les hommes et les femmes. Donc, par exemple, les hommes vivent en moins bonne santé que les femmes, mais elles vivent en moins bonne... elles vivent moins longtemps que les hommes vivent moins longtemps que les femmes, mais les femmes vivent en moins bonne santé. Donc, ça nous amène à nous poser la question suivante: comment expliquer ces différences? Est-ce qu'elles sont plutôt liées aux inégalités des chances ou plutôt liées au mode de vie? Pour la question de recherche, donc on est parti de la santé des femmes et de la santé des hommes. Nous avons pris d'un côté des variables qui représentent les conditions sociales et familiales durant l'enfance, et de l'autre côté, nous avons pris des variables qui représentent les préférences individuelles à l'âge adulte. Et donc, on s'est posé comme première question: les conditions sociales et familiales impactent-elles différemment la santé des femmes et des hommes? Et comme deuxième question, les comportements de santé au cours de la vie sont-ils associés à la santé différemment chez les hommes et chez les femmes? Comme méthode, nous avons utilisé des données d'enquête représentatives dans 23 pays européens, qui incluent 55 000 hommes et femmes de 50 ans et plus, et nous avons réalisé une analyse quantitative avec des modèles économétriques. Au niveau des résultats, comme premier résultat, nous avons trouvé que les conditions sociales et familiales marquent plus la santé des hommes et des femmes que leurs préférences individuelles. Les inégalités des chances en santé sont plus fortes dans certains pays, comme par exemple la Bulgarie, la Roumanie ou le Danemark, et surtout chez les hommes. Et enfin, nous avons trouvé une transmission intergénérationnelle de la santé des mères vers les filles et des pères vers les fils. En quoi ce mémoire constitue une approche globale? Donc, ce mémoire soutient une priorité politique qui vise à réduire les inégalités de santé entre les hommes et les femmes. Et en faisant ça, il soutient un meilleur bien-être communautaire et global. Ensuite, ce mémoire soutient le partage des ressources économiques pour favoriser un accès équitable aux soins pour toutes et tous. Et enfin, il soutient le combat des désavantages durant l'enfance des individus par une compensation citoyenne basée sur la redistribution. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Alexia. Alors, j'avais un petit message de ta promotrice, Sandy Tubeuf, qui me disait que sa connexion était soudain beaucoup moins bonne. Alors, est-ce que vous êtes toujours avec nous? On va essayer de vous rejoindre. Alors,
essayez de nous rejoindre, Sandy. Peut-être que vous vous êtes déconnecté, que vous allez revenir. C'était peut-être voilà, le plus sage à faire. En attendant, je propose de lire déjà l'avis du jury sur ton travail. Le jury a souhaité mettre en avant ce mémoire qui traite d'un enjeu de société d'une haute importance au centre des préoccupations actuelles. Le jury salue le caractère extensif du travail réalisé, portant sur les disparités d'accès aux soins en fonction du genre. L'étude apporte un éclairage nouveau sur le sujet, en mettant en évidence certains biais et phénomènes qui poussent à la réflexion et suscitent des questionnements propres à alimenter le débat de société. L'approche européenne, assez large, mériterait d'être complétée par d'autres analyses portant sur des territoires plus restreints afin de développer des pistes de solutions concrètes et adaptées aux contextes régionaux. Les futures perspectives de recherche mériteraient d'inclure davantage les questions environnementales ainsi que les aspects liés à la gouvernance. Alors, je ne sais pas si ta promotrice est revenue. Voilà, elle est de retour. Voilà, Sandy Tubeuf, on va vous demander votre avis par rapport évidemment à ce mémoire d'Alexia. Ravie que vous nous ayez rejoints. Toutes mes excuses, je savais que cet Internet fonctionnait mal et c'est vraiment au mauvais moment. Toutes mes excuses, bonjour. Bonjour, alors un petit mot peut-être. En quoi est-ce que le mémoire d'Alexia aide à construire un monde soutenable ? Alors, déjà, personnellement, enfin, je suis désolée, je n'ai pas entendu la présentation d'Alexia, mais je sais très bien ce qu'elle a présenté. Alors, personnellement, j'ai tendance à préférer quand même le mot de durable, en fait, au mot soutenable, parce que je trouve que c'est une mauvaise traduction de l'anglais. Ouais. Et pour moi, c'est parce qu'en fait, la durabilité porte beaucoup mieux, en fait, ce sens des générations dont Alexia a fait part, en fait, dans son travail, où elle va aller regarder ici l'intergénérationnel. Est-ce que les conditions qu'on a vécues dans l'enfance vont influencer l'état de santé des hommes et des femmes de la même façon. Et puis après aussi, comment leur choix au cours de la vie. Donc, il y a vraiment cet aspect de durabilité, de temps en fait de vie. Et donc, après, en fait, ce que l'on cherche ici à faire, c'est de construire un monde en fait qu'on veut durable, où on essaierait d'identifier des éléments qui importent durant l'enfance, qui vont aller vers du déterminisme social ou une transmission de la santé. Et donc, son travail, en fait, permet d'identifier des déterminants qui sont spécifiques, en fait, par exemple, à ces différents états de santé entre les hommes et les femmes, et puis, en fait, d'orienter des politiques publiques qui permettraient, en fait, d'améliorer la santé à la fois dans et entre les populations. Donc, faire ensemble, de durer ensemble longtemps vers une belle santé. Merci beaucoup à vous. Ravie que vous nous ayez rejoints. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions à Alexia. Voilà, déjà une première question pour toi, Alexia. Merci, Alexia, pour ton travail extrêmement pertinent. Peux-tu en dire plus sur cette compensation citoyenne que tu proposes? En quoi cela consisterait-il? C'est pas mon initiative, mais ce qui se cache derrière la philosophie de la responsabilité, ce sont deux principes, le principe de compensation et le principe de récompense. Et le principe de compensation souligne que ces inégalités de santé qui sont donc injustes parce qu'elles sont causées par les conditions durant l'enfance, il faudrait qu'elles soient compensées. Et donc, il s'agirait d'une compensation financière. Voilà, ce sont des exemples. Ce n'est pas le but du mémoire n'est vraiment pas de donner des directives politiques, mais plutôt d'identifier en fait cette part injuste et cette part juste qu'il y a dans les inégalités. Mais on pourrait dire que, par exemple, on pourrait imaginer si jamais les soins dentaires, enfin voilà, on pourrait imaginer en fait des compensations dans la santé, mais ce n'est pas non plus le but de ce mémoire. Ce n'est pas de donner des directives politique, mais donner un outil qui pourrait être utilisé par les politiques par la suite. Voilà. D'accord. Alors, Didier Kernel nous dit « Merci, intéressant. Une étude récente affirme que l'espérance de vie en bonne santé comparée à l'espérance de vie tout court augmente plus rapidement chez les femmes que chez les hommes, contrairement à d'autres études plus anciennes. Que pensez-vous de cette étude? Alors, je ne sais pas si tu la connais, l'étude en question. Non, mais si je comprends la question... Donc, l'espérance de vie en bonne santé augmente plus rapidement chez les femmes que chez les hommes. Oui, donc c'est à l'encontre en effet des études actuelles qui montraient que les femmes vivent en moins bonne santé mais la situation, donc la tendance s'inverse. Pardon, je réfléchis en même temps que oui.
Puis je vois les autres messages s'accumuler. Oui. Didier Kearney, là, bon, après, on peut peut-être y revenir. Oui, Hein. en tout cas, on va regarder. Donc là, on regarde plutôt l'état de santé, en fait, dans la première partie. C'est ce que j'ai regardé dans le mémoire. Dans ma thèse, c'est la suite, en fait, également de ce qu'on veut faire, c'est de regarder pas seulement la santé, mais également la mortalité, qui nous permettrait justement de mieux comprendre aussi cette espérance de vie qui est plus élevée chez les femmes que chez les hommes, un petit peu mieux comprendre d'où elle vient. Donc, je pense que c'est un petit peu aussi dans la suite des réflexions qu'on veut faire. D'accord. Alors, question de Marjane. Merci, Alexia. Peux-tu en dire un petit peu plus sur les principaux déterminants de santé que tu as pu identifier? Donc, dans les conditions qu'on regarde durant l'enfance, nous avons par exemple la santé des parents. On regarde leur état de santé, leur mortalité. On regarde aussi le travail des parents. Donc, tous ces déterminants, leurs revenus. On regarde également les conditions du foyer. Donc voilà, combien de personnes, est-ce qu'il y a au moins une chambre par personne, combien de livres se trouvent dans le foyer. Donc voilà, tous ces éléments pour essayer d'identifier et de mesurer les conditions socio-économiques durant l'enfance, et ce sont les déterminants de santé on va regarder les liens et les associations qu'il y a sur la santé actuelle. D'accord. Alors, une question de Chloé qui nous dit « Merci Alexia pour ce travail. Peux-tu donner des exemples d'inégalités des chances en santé entre, cette fois, les hommes et les femmes ?» Donc, on a identifié, par exemple, que c'est plutôt, parce que on regarde 23 pays dans l'étude, et donc dans l'Est de l'Europe, on remarque que l'inégalité des chances en santé sont plus élevées pour les hommes que pour les femmes, alors que dans l'Ouest, c'est plutôt l'inverse. Donc voilà, ça nous a amené à différents types de réflexions. Par exemple, est-ce qu'il n'y a pas un impact également du travail? Est-ce que voilà, donc c'est des éléments qu'on va aussi regarder un petit peu plus loin dans ma thèse. Voilà, je réfléchis. Et donc, les inégalités des chances, donc c'est pour ça en fait qu'on parle d'une transmission intergénérationnelle plutôt des mères vers les filles et des pères vers les fils, parce que si on doit donner un exemple de ces inégalités des chances, on voit en fait que la santé du père va plus influencer, toute chose égale par ailleurs, la santé de son fils par rapport à une mère vis-à-vis de sa fille. Et donc ça, c'est, je pense, un petit peu l'élément le plus gros en fait qu'on a trouvé dans mon mémoire. Si je dois donner un exemple du coup. D'accord. Alors Benoît Dren nous dit « Très intéressante démarche, Alexia. Un petit éclairage sur l'exemple contre-intuitif en termes d'inégalité des chances que tu as pris aujourd'hui. Dans le même panier, les hommes bulgares et danois, ou ai-je mal compris ?» Non, c'est ça. On était également assez surpris par ces résultats. Donc, suite à ce mémoire, on est en train de construire un papier on a déjà reçu les révisions, et donc on est en train un petit peu de le peaufiner. Et justement, ce qu'on veut faire, c'est trier aussi les pays, en fait, grâce à l'indice, c'est le Gender Equality Index, en fait, qui va nous permettre justement de regarder les pays où les inégalités de genre sont plus ou moins élevées, pour un petit peu mieux comprendre et mieux classer les pays, pour un petit peu alimenter la réflexion, parce qu'on était également un petit peu étonnés de ces résultats. D'accord, donc voilà, tu y travailles en ce moment, c'est pour ta thèse. Oui, c'est ça. Alors, un petit mot, on va voir s'il y a encore l'une ou l'autre question qui arrive dans le chat. Sur ton aventure au sein des ERA Awards, justement, qu'est-ce que ça a représenté pour toi? Mais j'étais très, très contente, pas seulement du prix, mais j'ai trouvé ça, vu que je démarre en plus ma thèse, j'ai adoré en fait rencontrer tout le monde, participer déjà à la journée de préparation, la journée d'aujourd'hui, et puis le dîner. Je trouve que c'est super en fait de pouvoir échanger entre primés, découvrir les travaux des autres. Donc voilà, c'est un monde très nouveau. Donc voilà, j'ai adoré tous ces échanges en fait. Je pense que c'est ce que j'ai préféré dans l'expérience. Bon, formidable, merci pour ce partage. Merci à tous les primés, les lauréats. Et puis on vous retrouve tous évidemment la semaine prochaine, le mardi 10 mai, puisqu'on sera à l'UNAMUR à partir de 18h pour une cérémonie qui va honorer tout le monde. Merci aux promotrices, aux promoteurs évidemment, aux présidents des jurys et à toute l'équipe de la Fondation pour les générations futures. Je remercie également les partenaires de
de nos prix. Il y a IBA qui est partenaire de tous les ERA Awards, et puis Cosucra, la Banque Triodos Belvas et les laboratoires Expanscience pour ces 2 prix en particulier. Et il y a un dernier rendez-vous qu'on a ensemble, c'est vendredi à 10h30 autour des thèses de doctorat, ERA Doctoral Thesis Award. Voilà, dernier webinaire avant de nous retrouver tous en vrai. Merci beaucoup d'avoir été présents ce matin. Bravo à tous et à vendredi ou à mardi. Bonne journée.